Il pensait fonder une famille. Il a failli tout perdre pour une fête de fin d'année et un simple message ignoré. Ce soir, vous allez découvrir comment un seul nouvel an a changé à jamais le destin d'un couple qui croyait déjà avoir tout perdu. Parfois, la trahison ne commence pas dans un lit d'hôtel, mais dans un bus de collègues, dans un clin d'œil trop appuyé, dans un « je reviens bientôt » qui cache en réalité une fuite. Et ce qui est plus dangereux qu'une aventure, c'est ce silence glacé qui s'installe entre deux personnes qui ont cessé de se parler, mais pas de se regarder. Bienvenue à vous sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors chez vous en ce moment pour qu'on sache sous quel ciel vous écoutez cette histoire. Et restez jusqu'au bout, car ce récit ne parle pas seulement de trahison, mais de ce qu'il faut vraiment pour sauver une maison qui sonne creux. Olivier écoutait les éloges enthousiastes de la direction lors de la réunion annuelle de bilan et souriait modestement. On lui remettait un diplôme et un cadeau de fin d'année contenant une bouteille de cognac, une bouteille de champagne et 2 saucissons secs. En plus de cela, 2 paquets de bonbons avaient été offerts séparément pour les enfants, Alice et Mathieu. Et ce, malgré le fait qu'Alice avait déjà 14 ans et Mathieu 11 ans. Il y avait également une prime en argent versée directement sur sa carte bancaire. Après la fin de la réunion, ses collègues du service le félicitaient pour ses succès professionnels. Et chose surprenante, personne n'était jaloux. Au contraire, tous estimaient que les cadeaux et récompenses qu'Olivier avait reçus aujourd'hui étaient parfaitement mérités. Tout le monde savait qu'après le Nouvel An, il prendrait ses fonctions de directeur adjoint. La réunion terminée, chacun était libre, et comme le lendemain devait être le dernier jour de travail de l'année, Olivier rassembla ses affaires et rentra chez lui. Personne ne l'attendait. Les enfants avaient été conduits la veille chez leurs grands-parents à la campagne, où ils devaient rester jusqu'à la fin des vacances. Sa femme, Véronique, partait aujourd'hui avec le personnel de son entreprise dans une maison de repos. Elle l'avait annoncé la veille au dîner en déclarant « Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, la direction apprécie ses employés. Pour tous les longs congés de fin d'année, ils ont réservé un centre de vacances. Moi aussi, j'y vais. Non, seulement les employés de l'entreprise. C'est-à-dire que je vais fêter le Nouvel An sans toi ? Aucune réponse n'avait suivi. Olivier referma la porte de l'appartement derrière lui, et le silence, épais, lourd et totalement superflu, l'enveloppa. Le diplôme et les cadeaux, il déposa tout cela soigneusement sur une chaise dans l'entrée. Même les bouteilles ne tintaient pas, comme si elles essayaient de ne pas troubler le vide. Dans ce silence, son irritation, contenue toute la journée derrière un sourire poli, finit par remonter à la surface. Il composa le numéro de Véronique. La sonnerie dura longtemps, et il s'apprêtait déjà à raccrocher quand il entendit sa voix, joyeuse et légèrement bruyante. En fond sonore, des rires et des tintements de verre résonnaient distinctement. Elle demanda « Olivier, tu es chez toi ? Alors, ils t'ont récompensé ?»« Oui, récompensé. Et ils m'ont donné une prime, remis du cognac avec du saucisson, et même offert des bonbons pour les enfants séparément. Bien que, comme tu l'as justement remarqué, ils ne sont plus vraiment des enfants pour ce genre de cadeaux. »« Oh, comme c'est adorable, bravo. Nous sommes justement en train de dîner avant le départ de demain, alors je vais rentrer un peu tard du travail. Véronique, revenons à notre conversation d'hier. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Tu es vraiment décidée à me laisser seule pour le Nouvel An ? Olivier, n'exagère pas. Je ne laisse personne. C'est un déplacement professionnel, un événement officiel. Tout le monde y va. Je ne peux pas refuser. Tu peux. Si tu le voulais, tu trouverais une raison. Dans notre famille, ces dernières années, le Nouvel An n'est déjà qu'une simple formalité. Les enfants chez leur grand-mère, toi et moi devant la télévision. Et maintenant, tu te rends compte que j'ai obtenu une promotion aujourd'hui ? Je vais devenir directeur adjoint. Et au lieu de célébrer ça ensemble, tu t'enfuis quelque part avec tes collègues. Félicitations pour ta promotion. Sincèrement, seulement mon voyage était prévu depuis 1 mois. Mais je ne l'ai appris qu'hier. Et moi, je n'ai appris ta promotion qu'hier aussi. Je ne peux pas changer mes plans d'un claquement de doigts à cause de tes nouvelles. Et il ne s'agit pas de nouvelles, Véronique. Il s'agit du fait que nous sommes une famille. Le Nouvel An est une fête familiale, et tu préfères le passer avec des inconnus de la comptabilité et du service du personnel. Et qui sont d'ailleurs tous ces gens dans cette entreprise ? Ils ne sont pas inconnus. Ce sont mes amis et collègues. Et à la maison,
Depuis longtemps, nous n'avons plus rien à nous dire, à part les factures et les enfants. Tu es toujours au travail, et quand tu es à la maison, soit tu dors, soit tu es scotché à ton téléphone. Tu crois que ça me plaît de fêter le nouvel an dans un silence complet ou en écoutant tes réflexions interminables sur les bilans trimestriels? Là-bas, ce sera amusant et intéressant. Moi aussi, j'ai besoin de me détendre et de voir du monde. Ces mots le frappèrent en plein cœur. Il se tut, serrant le téléphone dans sa main. Oui, entre eux, un mur s'était élevé depuis longtemps, silencieux, presque invisible, construit de rancœurs inavouées, de fatigue et de silence habituel. Mais s'enfuir justement le soir du Nouvel An, c'était comme tracer une ligne définitive sur ce mur. Finalement, il répondit « Et cette fête d'entreprise est plus importante que d'essayer de trouver un terrain d'entente avec ton mari? On pourrait au moins essayer, pour cette fête, d'aller voir les enfants, les parents, d'être enfin ensemble. Olivier, j'ai déjà tout payé et donné ma parole. J'y vais. Ne fais pas de scène. Repose-toi seul, dors, regarde un film. » Il fixait la fenêtre sombre où se reflétait sa silhouette solitaire et les guirlandes clignotantes sur l'immeuble voisin. Puis il poursuivit la conversation en s'efforçant de parler calmement, bien qu'intérieurement tout bouillonnait. « Très bien. Pars. Célèbre le nouvel an à ton sempiternel événement d'entreprise. Mais sache, Véronique, qu'en ce moment, tu ne pars pas simplement en vacances pour quelques jours. Tu refuses d'être présente à un moment qui compte vraiment pour moi. Et après ça, la vie change radicalement et ne revient jamais en arrière. » Au bout du fil, le silence s'installa pendant une seconde. Seul un rire lointain rappelait où elle se trouvait et avec qui. Puis elle parla, et dans sa voix résonnait fatigue et une pointe de regret, mais manifestement pas assez pour changer d'avis. « Ne me fais pas pression, Olivier. Tout ira bien. On parlera quand je reviendrai. Il faut que j'y aille. Vas-y, je ne ferai rien pour t'arrêter. Bonne année. » Olivier coupa la conversation. Le diplôme du meilleur employé luisait faiblement à la lumière du réverbère de la rue. La bouteille de cognac dans le coffret de fin d'année ne ressemblait plus à une récompense, mais à une invitation silencieuse à une amère solitude. Il s'approcha de la fenêtre. La ville scintillait, se préparant à la fête, aux retrouvailles, à l'attente d'un miracle. Et lui se tenait au centre de ce panorama scintillant, absolument seul, avec la conscience froide que son nouvel an personnel ne commençait pas avec les 12 coups de minuit, mais avec le silence pesant et glacial qu'avait apporté cette conversation, et que l'année prochaine, Véronique et lui fêteraient très probablement le réveillon dans des endroits différents, chacun à sa manière. Après avoir réfléchi un moment et ne souhaitant pas retrouver sa femme pour discuter de quoi que ce soit, Olivier appela son vieil ami François, qui l'invita aussitôt à venir chez lui. Olivier prit la bouteille de cognac et le saucisson sec, s'habilla, et environ 40 minutes plus tard, il était déjà chez lui. François ouvrit la porte lui-même, vêtu d'un pull d'intérieur déformé, un sourire surpris et joyeux aux lèvres. Derrière lui flottaient des odeurs de pommes de terre frites et de sapin, venant d'un petit arbre de Noël richement décoré dans un coin de la pièce. Il accueillit son ami. « Olivier, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Entre, installe-toi. » François le serra dans ses bras, lui donna une tape sur l'épaule et prit immédiatement le sac de ses mains en disant « Oh, tu apportes des provisions. Ça veut dire que c'est sérieux. Bon, les cartes sont sur table. Moi, j'étais justement en train de finir de faire frire des boulettes. Je m'apprêtais à dîner seul, mais franchement, c'est un peu monotone. » François, contrairement à Olivier, semblait être quelqu'un qui avait depuis longtemps accepté sa situation et appris à vivre avec tranquillité. Il travaillait comme ingénieur concepteur dans un modeste institut de recherche. Après son divorce 5 ans plus tôt, il vivait seul dans ce 2 pièces vétustes, remplies de livres, de maquettes de bateaux et de vieilles photographies. Il faisait partie de ces personnes rares qui ne courent pas après le statut, trouvant leur satisfaction dans un travail qu'elles aiment, dans la lecture et dans les soirées tranquilles devant un puzzle. Il n'avait jamais envié l'ascension professionnelle d'Olivier, se contentant de se réjouir sincèrement pour son ami avec qui il avait autrefois commencé sa carrière dans la même usine, assis à des tables à dessins voisines. François donnait des instructions tout en disposant les assiettes sur la table. « Enlève ton manteau, installe-toi dans la cuisine, c'est plus confortable. Moi, je vais déboucher le cognac pendant ce temps, vu l'occasion. J'ai entendu dire d'ailleurs, dans les couloirs de l'entreprise, qu'on te propose une promotion. Bravo. » Olivier, après avoir suspendu son manteau dans l'entrée, sentit la tension oppressante des dernières heures commencer peu à peu à se dissiper. Ici, il faisait chaud, c'était simple,
Et il n'avait pas besoin de garder la face ou de choisir ses mots. Il répondit « Oui, directeur adjoint ». En apparence, c'est le sommet, mais j'ai l'impression d'être devant un désastre complet. « Raconte-moi », dit François en hochant la tête. « Pendant que tu venais, j'ai fini les pommes de terre avec des oignons, sers-toi. » Et Olivier raconta tout, sans phare et sans essayer d'embellir la situation. Des honneurs formels au travail, le silence dans l'appartement vide. La conversation avec Véronique, son départ, et la prise de conscience glaciale que leur mariage n'était plus, en réalité, qu'une coquille vide depuis longtemps. Il parlait, et François écoutait en silence, se contentant de hocher la tête de temps en temps. Son visage calme et vieillissant était attentif et totalement dénué de jugement. Quand l'histoire fut entièrement racontée, François soupira lourdement, resservit un peu à chacun et commença pensivement. « Tu vois, Olivier, toi et moi, on est comme deux navires différents. Toi, tu es un paquebot moderne. Tu fonces toute voile dehors vers un poste élevé et un statut. Alors que moi, je suis un vieux remorqueur qui se balance dans son petit port tranquille et qui est content. Et parfois, je regarde ces paquebots et je me demande, où est-ce qu'ils se précipitent comme ça? Vers quel port? Souvent, il s'avère que vers un port vide. Tu t'es tellement emballé dans ton ascension que tu as oublié pour qui tu prenais ce poste. Je me démenais pour ma famille, objecta sourdement Olivier. Tu te démenais, tu subvenais aux besoins, mais tu as cessé d'être présent. Et Véronique, apparemment, a perdu espoir que tu descendes de ta passerelle de commandement pour rejoindre la cabine ordinaire où elle vit. Alors elle s'est enfuie sur un autre petit bateau, peut-être pas aussi luxueux, mais au moins joyeux. Je ne la justifie pas. Non, laisser quelqu'un seul le soir du Nouvel An, c'est dur. Mais ta rancœur arrive trop tard. Il fallait être blessé il y a 3 ans, quand ce mur entre vous deux se construisait brique par brique. Olivier tripotait silencieusement les pommes de terre avec sa fourchette. Les mots de son ami, simples et dénués de pathos, faisaient mouche. Il regardait le désordre confortable de la cuisine, le sapin avec ses décorations faites maison, le chat endormi sur une chaise, et comprit soudain qu'il désirait désespérément cette vie authentique et sans artifice. Il demanda doucement « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?»« Maintenant, mon frère, on va dîner correctement. Et ensuite, si tu veux, on n'ira pas chez toi. Demain, c'est le dernier jour de travail, non? Donc, le matin au bureau et le soir, tu es libre. On ira à ma maison de campagne. Elle est simple, mais il y a un sauna, plein de bois. On fêtera le Nouvel An là-bas, entre hommes. On discutera, on chauffera le sauna, on regardera les étoiles. C'est calme là-bas, paisible. Et tu réfléchiras la tête froide à la direction que tu veux donner à ton paquebot. Tu es d'accord? Olivier regarda son ami, son visage simple et ouvert, et pour la première fois de la journée, il sentit quelque chose en lui dégeler lentement. Il n'y avait pas de toast pompeux, pas de compassion ostentatoire. C'était une proposition simple et claire, comme une gorgée d'eau fraîche après un long voyage. Il répondit « Pour le voyage, j'y réfléchirai. Mais ce soir, permets-moi de dormir chez toi et trinquons à nos retrouvailles. » Parfait. Et pour tout le reste? Tout le reste attendra l'année prochaine. Pendant ce temps, au restaurant où se déroulait le dîner de fin d'année de l'entreprise de Véronique, régnait une atmosphère bruyante et détendue. Les tables croulaient sous des plats, le champagne coulait généreusement. Les rires devenaient de plus en plus forts et désinhibés. Véronique, après avoir bu quelques coupes, essayait de se fondre dans la gaieté générale. Mais la conversation avec Olivier pesait sur son cœur comme une boule lourde et piquante. Ces derniers mots sur le fait que la vie changeait radicalement résonnaient en elle comme un écho sourd que la musique et les voix étrangères peinaient à étouffer. Elle s'éloigna vers une haute table près de la fenêtre, comme si elle contemplait les lumières de la ville, alors qu'en réalité, elle tentait de reprendre son souffle et de rassembler ses pensées. C'est à ce moment que Marc du service logistique s'approcha d'elle. Un homme d'environ 40 ans, toujours impeccablement et un peu trop élégamment vêtu, avec une réputation de coureur de jupons et de manipulateur. Il était marié, mais cela ne l'avait jamais empêché de flirter. Il la parcourut rapidement des pieds à la tête, sourit et demanda « Véronique, toute seule? Ce n'est pas normal. Une si belle femme ne devrait pas s'ennuyer à la veille des fêtes. » « Je ne m'ennuie pas,
j'ai juste décidé de faire une petite pause. Je comprends, je comprends. Les soucis domestiques, le mari, les responsabilités, ricana-t-il. Mais là, maintenant, tu es libre. Et demain, un vrai conte de fées nous attend. Le centre est excellent, je le connais, j'y suis déjà allé. Des chalets individuels, une salle de banquet, un sauna. Il se rapprocha un peu plus, baissant la voix pour ajouter. On peut très bien s'isoler, si on sait où aller. Moi, par exemple, j'ai déjà repéré un petit coin tranquille près de la forêt. Le silence, les étoiles, une vraie romance. Son allusion était si transparente que Véronique fut prise d'un véritable dégoût. Autrefois, de telles avances, aussi audacieuses soient-elles, auraient peut-être flatté son amour-propre blessé, lui donnant un sentiment d'être désiré et un léger pouvoir. Mais maintenant, après la conversation avec Olivier, après la douloureuse prise de conscience qu'elle avait fui une solitude pour une autre, certes bruyante et apparemment joyeuse, tout cela lui semblait une farce bon marché et vulgaire. Elle répondit en s'efforçant de parler calmement. « Marc, je suis mariée. »« Et alors, ricana-t-il, je ne te demande pas en mariage. On est des adultes, c'est les vacances, la fête. Tout sera discret et agréable. Tu ne vas quand même pas là-bas pour regarder des séries dans ta chambre. Il faut se détendre, se permettre d'être heureuse. » Ces mots, être heureuse, résonnèrent pour elle comme une moquerie, comme une mauvaise parodie de vrais sentiments. Le bonheur d'un rendez-vous secret avec un don Juan marié lors d'un séjour d'entreprise, d'une aventure passagère suivie du vide et de la honte. C'était une impasse. Ce petit bateau joyeux sur lequel elle avait si légèrement embarqué lui apparut soudain comme une embarcation fragile au fond troué, prête à couler à la première tempête. Dans sa tête surgit clairement, comme si quelqu'un le lui avait dicté, l'image d'Olivier. Non pas celui d'aujourd'hui, vexé, retenu et froid, mais celui d'il y a quelques années, quand ils décoraient ensemble leur premier sapin dans leur appartement, quand ils coupaient maladroitement mais avec tant d'application les aliments pour préparer une salade, quand ils riaient parce que le chat essayait de voler du saucisson sur la table. Où tout cela était-il passé? Et à quel moment était-elle elle-même devenue partie prenante de cette perte, au lieu d'essayer de l'empêcher? « Tu sais, Marc, dit-elle après une courte pause, je vais effectivement me permettre d'être heureuse. Pour commencer, je vais me permettre de ne pas faire ce qui me dégoûte. Désolée. » Elle se retourna et s'éloigna, le laissant seul près de la table, avec un sourire bêtement perplexe sur le visage. Le vacarme de la fête, les rires des collègues, la musique forte, tout cela devint soudain étranger et irritant pour elle, comme si cela se passait dans un autre monde. Véronique retrouva rapidement son sac, récupéra son manteau au vestiaire, envoya en chemin un message à sa supérieure pour dire qu'elle se sentait mal et qu'elle devait partir. L'air glacial à l'extérieur du restaurant la frappa au visage, brutal et dégriseur. Elle monta dans un taxi et donna son adresse. Pendant tout le trajet, elle regarda par la fenêtre les guirlandes qui défilaient et les vitrines décorées. Ce n'était pas du ressentiment envers Olivier qui l'étouffait, mais la honte. La honte de sa fuite, du fait qu'il avait fallu cette allusion grossière et vulgaire pour qu'elle comprenne une chose simple. Elle n'avait pas fui vers quelque chose de nouveau et de meilleur, mais loin de quelque chose d'important, loin du silence, de l'incompréhension, de la routine. Mais en fuyant, elle n'avait fait qu'aggraver tout cela plusieurs fois. Elle espérait qu'Olivier serait à la maison, qu'il pourrait parler sans emphase, sans accusation, honnêtement. Mais l'appartement était sombre et vide. Sur la chaise dans l'entrée étaient soigneusement posés les diplômes et les cadeaux. Le cognac et le saucisson n'étaient plus là. Son téléphone ne répondait pas. Le silence qu'elle détestait tant lui semblait maintenant une punition méritée. Elle s'affaissa sur la chaise à côté de ces symboles de son succès qu'elle avait si facilement ignorés et fondit en larmes, silencieusement, désespérément, prenant peu à peu conscience de toute la profondeur du gouffre qu'ils avaient creusé ensemble, jour après jour, sans s'en rendre compte. Pendant ce temps, François et Olivier étaient assis à table, finissant la deuxième bouteille que François avait sortie. La conversation était devenue plus calme et plus profonde. Olivier dit « Tu sais, François, tu as raison. Je me dirige effectivement vers un port vide, mais peut-être que tout n'est pas perdu. Peut-être que je devrais retourner au port d'où j'ai commencé et essayer de recommencer. Mais cette fois, pas tout seul. » « C'est la navigation la plus difficile, mon frère, » répondit calmement François.
trouver le chemin du retour. Mais il y a toujours une chance. Tant qu'on est vivant, on peut essayer. Olivier hocha la tête en silence. Il ne savait pas encore qu'à ce moment précis, Véronique était assise dans leur appartement vide et pensait exactement à la même chose. Le nouvel an était déjà sur le seuil, et il n'apportait pas de réponse toute faite, mais une chance. Une chance pour une conversation difficile et honnête, pour tenter de tout changer. Et cette chance, conquise dans le silence d'une maison vide, était ce qu'il pouvait recevoir de plus précieux en cette année qui s'achevait. Tout le reste, les postes, les fêtes d'entreprise, les flirts passagers, perdait son sens face à cette pensée simple et claire. Une maison doit être là où on vous attend, ou du moins où on est prêt à attendre. La journée de travail commença par l'agitation habituelle. Dans l'air flottait l'attente de la fête, mais à travers elle perçait une saveur professionnelle, presque métallique, des dernières instructions et du bilan final. Olivier arriva au bureau de bonne heure. Après la nuit passée chez François dans une chambre d'amis simple mais propre, sa tête était claire et sa décision ferme. Des mots simples de son ami étaient devenus pour lui une encre qui l'empêchait de continuer à dériver par inertie. Il se rendit à son service pour ranger les dossiers à son ancien poste. Ses collègues, un peu fatigués après les célébrations d'entreprise de la veille, le félicitaient à nouveau pour sa promotion. Mais maintenant, Olivier voyait dans leurs yeux non seulement du respect et de la bienveillance habituelle, mais aussi une question muette. Et maintenant? Il répondait par un sourire, hochait la tête, remerciait. Mais ses pensées étaient déjà ailleurs, dans le bureau du directeur, où la secrétaire venait de l'inviter. Alexandre, directeur de l'entreprise, un homme d'environ 60 ans au regard pénétrant et attentif, invita Olivier d'un geste à s'asseoir. Sur le bureau, outre les documents et les dossiers, se trouvait un modeste sapin en verre, symbole de la fête qui approchait. Alexandre dit « Alors, Olivier, en alerte maximale, minuit sonnera et tu deviendras officiellement mon adjoint. Après les longs congés, un nouveau cycle commencera. Le plan du premier trimestre est ici. La mission principale, optimisation des chaînes logistiques. Ça va chauffer. Merci pour votre confiance, Alexandre. J'ai déjà étudié les rapports et j'ai une proposition qui dépasse le cadre des plans trimestriels. Le directeur haussa les sourcils, manifestement intéressé. Je vous écoute. Toute notre optimisation de ces dernières années a été tournée vers l'intérieur, poursuivit Olivier. Réduire les coûts, accélérer les processus. Ça a donné des résultats. Mais maintenant, nous touchons le plafond. Il parlait calmement et avec assurance, sans précipitation. Puis il ajouta « Je propose de changer de perspective. Non seulement économiser, mais aussi croître. Nous avons de vieux partenaires fiables dans les régions, avec qui nous travaillons par habitude. Et il y a toute une catégorie de petites et moyennes entreprises qui hésitent à travailler avec nous à cause de nos exigences lourdes en matière d'appel d'offres et de reporting. Je propose de créer un programme de partenariat flexible pour eux, une entrée simplifiée, des projets pilotes. Il y a évidemment un risque, mais il peut être calculé et le retour potentiel est bien supérieur à l'économie sur les fournitures de bureau. Alexandre resta silencieux un moment, faisant rouler pensivement son stylo entre ses doigts. Puis il sourit lentement et dit « Non seulement économiser, mais aussi croître. » Idée intéressante. Ce n'est pas vraiment le style de notre conseil d'administration, disons-le franchement. Ce sont des gens conservateurs, des pragmatiques, objecta calmement Olivier. Je préparerai une justification financière détaillée pour le 15 janvier avec des chiffres, des prévisions et une analyse des risques. Si je démontre que c'est plus rentable que de continuer à presser ce qui est déjà pressé, ils accepteront. Et pourquoi t'as besoin de ça? Plissa les yeux le directeur. Ta carrière est faite. Tu peux tranquillement critiquer les vieux systèmes pendant 2 ans et toucher un bon salaire. Pourquoi chercher les ennuis? Olivier réfléchit seulement une seconde. Auparavant, il aurait répondu quelque chose de convenu sur les ambitions, la croissance et le développement de l'entreprise. Maintenant, il dit honnêtement « Parce que j'en ai assez de presser. Je veux construire. Sinon, à quoi bon tout ça ? Pour recevoir un nouveau diplôme et une bouteille de cognac pour un dîner solitaire ?» Alexandre le regarda longuement, attentivement et de manière évaluatrice. Puis il hocha la tête. « Prépare ta justification, on va faire passer ça. Et Olivier, bonne année. Les affaires personnelles n'effacent pas tout ça, bien sûr, mais parfois, ce sont elles qui profitent au travail. Je vois en toi une flamme qui n'était pas là avant.
Fais juste attention de ne pas te consumer. Je ferai attention, répondit Olivier. Il sortit du bureau avec le sentiment que le sol sous ses pieds était devenu plus ferme. Ce n'était pas simplement une décision de carrière. C'était sa première véritable route autonome vers ce fameux port qui ne serait pas vide. Véronique, pendant ce temps, allait et venait entre la cuisine et le salon. Des traces de ses larmes d'hier, elle les avait soigneusement effacées, mais le tremblement intérieur ne s'apaisait pas. Elle avait appelé Olivier une vingtaine de fois, d'abord avec insistance, puis avec désespoir, et maintenant avec un espoir obtus et résigné. Chaque fois, le combiné émettait un message sec. Le correspondant est temporairement indisponible. Elle avait envoyé de nombreux messages sur WhatsApp, des courts comme « rappelle-moi », jusqu'à de longues tentatives confuses pour s'expliquer. Tous restaient sans accusé de lecture. Elle regardait son diplôme, les cadeaux de bonbons pour les enfants, et elle se sentit physiquement mal à la pensée de comment il s'était tenu ici la veille, au milieu de ces symboles de réussite, dans un silence complet. Elle comprit soudain clairement qu'elle avait elle-même transformé leur maison en une sorte de bureau où régnaient comptabilité, silence et fatigue. Et c'était de cela qu'elle s'était enfuie, vers un bruit factice et une gaieté de façade. Un peu plus tard, elle se prépara et se rendit au travail. De là, elle tenta de joindre François. Elle n'avait pas son ancien numéro, et le retrouver rapidement s'avéra impossible. Les réseaux sociaux d'Olivier restaient silencieux. Elle se sentait coupée du monde et de son propre mari, qu'elle réalisait soudain, avec une clarté douloureuse, qu'elle aimait toujours. Elle aimait cet homme qui se cachait derrière un paravent de fatigue et de conversation professionnelle, et dont elle s'était elle-même séparée par un mur de rancœur et de reproches. Dans son désespoir, elle composa le numéro de la secrétaire du bureau d'Olivier et demanda « Marine, bonjour, c'est Véronique, la femme d'Olivier. Il est là aujourd'hui ? Son portable ne répond pas. C'est très urgent. » « Véronique, bonjour, répondit poliment la secrétaire. « Oui, Olivier est là. Mais il est en ce moment dans une réunion très importante avec Alexandre. Je peux lui transmettre de vous rappeler ? Oui, s'il vous plaît, transmettez-lui. Dites-lui que c'est vraiment très important. » En raccrochant, Véronique savait que les mots « très important » sonnaient pitoyablement et peu convaincants. Mais c'était tout ce qui lui restait. Olivier sortit du bureau du directeur avec un sentiment de détermination intérieure. Il alluma son téléphone. L'écran s'illumina de dizaines de notifications. Appel manqué de Véronique, message. Il les parcourut, passant de l'irritation au désespoir, du désespoir à la supplication. Il ne les lut pas. Son cœur fit un bond, non pas de joie, mais sous l'effet d'une vague lourde et complexe de sentiments. Il imagina Véronique, assise là-bas, dans leur maison silencieuse, belle et trop bien rangée. Celle qui s'était enfuie, mais était revenue sans même avoir atteint sa destination. François avait dit « Il y a toujours une chance ». Marine, la secrétaire, s'approcha prudemment. « Olivier, votre épouse a appelé. Elle a beaucoup insisté pour que vous la rappeliez. » « Merci, Marine, je sais. » Il ne rappela pas. Il devait terminer les dernières affaires, tout transmettre au service. Dans sa relation avec Véronique, il avait besoin d'une pause pour reprendre son souffle, pour séparer la douleur d'hier d'un éventuel avenir. À ce moment, François l'appela. « Olivier, malheureusement, je dois annuler mon invitation au sauna. Ma mère est gravement malade. Je pars la rejoindre en train, maintenant. »« Ne t'inquiète pas, François. Dis-moi, tu as besoin de quelque chose ? Des médicaments ? De l'aide avec l'hôpital ? » « Pour l'hôpital, tout est arrangé et ma sœur va venir. Les médicaments, j'en ai, mais merci. Bonne année à toi. Quand je reviendrai, on ira au sauna, c'est sûr. Et puis, si tu en as besoin, tu peux utiliser mon appartement. Tu sais où trouver la clé ? » Le bureau se vida progressivement. Olivier passa par son ancien bureau, rendit les clés. Il se tenait dans le couloir vide, et le silence ici était différent, non pesant, mais empli d'anticipation festive. Il sortit dans la rue, entra dans un centre commercial, acheta une bouteille de cognac, puisqu'ils avaient fini celle d'hier avec François, ainsi que des accompagnements, une salade d'olivier et du pain. Après quoi, il monta dans un minibus et fut bientôt chez lui. Il passa à la cuisine et commença à préparer une table de fête pour lui-même, bien qu'il comprit qu'il était encore trop tôt. Mais il décida. « Je vais dresser la table, puis je m'allongerai sur le canapé et j'attendrai la fête en regardant l'immortelle comédie
l'ironie du sort. Quand la table fut dressée, il était environ 19 heures. À ce moment, Olivier entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Il sortit dans l'entrée. Sur le seuil se tenait Véronique. « Tu as oublié des affaires ?» demanda-t-il calmement. « Olivier, je ne suis pas parti. J'étais au travail aujourd'hui et je t'ai cherché toute la journée par téléphone. J'étais au travail aussi. Je voulais partir à la campagne chez François pour fêter le Nouvel An. Mais sa mère est tombée malade et il est parti en urgence la voir. Et maintenant, j'ai décidé de fêter le Nouvel An à la maison. Si tu veux, rejoins-moi. Je veux vraiment. Et je propose d'aller voir les enfants. On aura le temps d'arriver en voiture. Je vais prendre quelque chose de la maison, des provisions. Prends des vêtements chauds, les bonbons pour les enfants et la salade que j'ai achetée. » La route était sombre. Par la fenêtre défilaient les rares lumières des villages de vacances. Le silence dans la voiture était d'abord tendu, épais, comme rempli de mots inexprimés et d'émotions retenues. Olivier conduisait avec concentration, suivant attentivement la route, tandis que Véronique regardait par la vitre latérale son propre reflet sur lequel couraient les lueurs des phares venant en sens inverse. Elle comprenait que c'était elle qui avait initié ce voyage et que c'était à elle aussi de parler en premier. Finalement, sans tourner la tête, elle dit doucement « Merci de m'avoir emmené avec toi. »« De toute façon, on serait allé voir les mêmes enfants, » répondit Olivier d'un ton égal, sans reproche. Véronique hocha la tête, serra les mains sur ses genoux. Continuer ainsi, en faisant semblant que rien ne se passait, était impossible. Elle prit son courage à deux mains et dit « Olivier, à propos d'hier, de la fête d'entreprise, tu n'es pas obligé de m'expliquer quoi que ce soit. J'ai déjà tout décidé pour moi, tout comme toi, répondit-il. Non, c'est obligatoire, objecta-t-elle. J'ai besoin de m'exprimer, et tu dois entendre ça. Et ensuite, tu as décidé quelque chose ? Je te le dirai plus tard. Tu voulais dire quelque chose ? Répondit-il sans quitter la route des yeux. Elle inspira profondément, rassemblant ses pensées, et commença à raconter, sans se justifier, sans essayer d'adoucir ce qui s'était passé, se contentant d'énoncer les faits. Comment, dès le début, la fête lui avait semblé trop bruyante et forcée. Comment le tintement des verres et les rires étrangers ne couvraient pas, mais au contraire soulignaient le vide intérieur. Et comment Marc l'avait abordée. Elle parlait lentement, choisissant soigneusement ses mots. Il a commencé à parler de romance, d'isolement au centre de vacances, ses phrases bon marché et éculées. Et tu sais ce qui était le plus horrible ? À un moment, je me suis dit, pourquoi pas ? De toute façon, la maison est vide. De toute façon, toi et moi... » Elle buta sur les mots, mais continua. Mais aussitôt, je me suis sentie tellement écœurée et honteuse, pas seulement devant toi, d'abord devant moi-même. J'ai compris que je me transformais en quelqu'un que je n'ai jamais voulu être. Et je me suis enfui. Olivier restait silencieux. Seuls ses doigts tapotant légèrement sur le volant trahissaient sa tension. Véronique poursuivit. Je suis parti immédiatement. J'ai couru à la maison, mais tu n'étais déjà plus là. Ton téléphone était inaccessible. Et puis j'ai appelé Sophie, ma collègue avec qui j'ai toujours été ami au travail. Je lui ai tout raconté, notre conversation, ma fuite, ce Marc. Véronique fit une pause, avalant difficilement la boule dans sa gorge. Et tu sais ce qu'elle m'a dit ? Elle ne m'a pas plainte. Elle a dit « Véronique, tu es idiote, complètement idiote. Tu t'es précipitée parce que tu pensais que l'herbe était plus verte là où c'est bruyant. Et maintenant que tu es confrontée à la réalité de cette herbe verte, tu paniques. » Et puis elle m'a demandé si je voulais sauver ma famille. J'ai répondu que je ne savais pas. Et alors elle a dit « Ne va nulle part, à aucune fête d'entreprise. Arrête-toi. Cesse simplement de fuir. Comprends de quoi tu fuis et vers où. Tant que tu cours partout, tu ne verras rien. » Olivier expira lentement. Les mots « ne va nulle part » faisaient étrangement écho à ce que François lui avait dit. « Ne te dirige pas vers un port vide. » « Ne te dirige pas vers un port vide, » murmura-t-il, surtout pour lui-même. Terminant son récit, Véronique dit « J'ai décidé, pas seulement pour aujourd'hui. Dès que je retournerai au travail, je démissionnerai. » Cette déclaration résonna comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Olivier ralentit involontairement, la regarda et demanda « Quoi ? Pourquoi ? À cause d'hier ? » « Non, enfin, pas seulement à cause de ça, répondit-elle.
Parce que j'ai compris que ce travail, cette équipe, c'est juste un endroit pratique où je peux me cacher de la maison, où je peux me sentir demandée et joyeuse, sans aucune obligation. Je ne suis plus devenue une spécialiste là-bas, mais une bavarde professionnelle autour d'un café, et ce rôle ne me convient plus. J'ai besoin de trouver quelque chose qui me passionne vraiment. Comme toi, quand tu parlais de tes nouveaux projets au travail. Moi, je n'ai pas ça. Et tant que je ne l'aurai pas trouvé, je continuerai à me précipiter dans ce genre de fuite. Elle se tourna enfin vers lui. À la lumière du tableau de bord, son visage paraissait particulièrement sérieux et vulnérable. Elle dit doucement mais fermement : « Je ne demande pas pardon avec cette seule décision. Je sais qu'hier, quelque chose d'important s'est brisé. Je veux essayer de construire quelque chose de nouveau, si tu nous donnes encore cette chance. » La voiture roulait sur la route sombre. Devant, on apercevait déjà les lumières du village natal. Olivier ralentit, se gara sur le bas-côté et coupa le moteur. Dans le silence soudain, on n'entendait plus que leur respiration. Regardant l'obscurité par le pare-brise, Olivier dit : « François disait que je me dirigeais vers un port vide et qu'il ne fallait pas être vexé de ton départ hier, mais il y a 3 ans. Il a raison. Je me suis tellement concentré sur la barre que j'ai oublié qui était dans la cabine. Et toi, au lieu de frapper à la porte et de crier que tu étouffais, tu as silencieusement fait ta valise et essayé de débarquer au premier banc de sable venu. » « Je frappais, » répondit doucement Véronique, mais très doucement, et j'abandonnais vite. « Et je n'entendais pas, reconnut-il. J'étais occupé par des choses importantes. » Il se tourna vers elle. Dans ses yeux, il n'y avait plus de glace, seulement une tristesse fatiguée et une étincelle prudente d'intérêt. Il dit : « Démissionner sur un coup de tête n'est pas la décision la plus sage. Ne prenons pas de décision hâtive. Faisons simplement une pause. Ces vacances. Restons avec les enfants, avec les parents. Parlons non pas comme des ennemis sur un champ de bataille, mais comme 2 personnes qui s'aimaient beaucoup autrefois et qui se sont perdues. Et là, on verra. On réfléchira aussi ensemble à ton travail. J'ai des contacts. Peut-être que je pourrais te trouver quelque chose. » Véronique hocha la tête. Une larme coula sur sa joue, mais c'était maintenant une larme de soulagement. Non pas parce que tout était résolu, mais parce qu'il y avait une possibilité pour cette résolution. Une chance. Elle expira. « D'accord. Restons simplement ensemble. Et merci de m'avoir écouté. » La route jusqu'au village sembla comprimer le temps. La voiture s'arrêta devant la maison familière, dont les fenêtres diffusaient une lumière douce, chaude et véritablement accueillante. De la cheminée s'échappait un mince filet de fumée. Le poêle était déjà allumé. Ils sortirent dans l'air glacial et craquant qui sentait la neige et le bois. Avant même qu'il n'ait eu le temps de s'approcher du perron, la porte s'ouvrit brusquement et la silhouette de Mathieu apparut sur le seuil. Sans prêter attention aux adultes, il cria joyeusement : « Grand-mère, grand-père, papa et maman sont arrivés. Je vous avais dit qu'ils viendraient. » Puis, un peu plus retenu mais les yeux brillants, il se précipita vers eux et enfouit son front dans l'épaule de son père. Alice sortit à son tour sur le perron. Dans son attitude de 14 ans, on sentait déjà une distance adolescente, mais dans ses yeux, grands ouverts de surprise, passa cette joie enfantine qu'elle avait presque appris à dissimuler. Elle demanda en s'efforçant de parler calmement : « Pourquoi vous n'avez pas prévenu ?» De la maison, s'essuyant les mains sur son tablier, sortit la mère d'Olivier, Anne. Derrière elle se dessinait la tête grise du père, Nicolas. Sur leur visage, il y avait non pas tant des sourires de fête que de la surprise et une inquiétude discrète et vigilante. Ils connaissaient bien leur belle-fille, savaient combien leur fils travaillait. Une arrivée conjointe et inattendue pour le nouvel an, après que les enfants soient restés avec eux pour toutes les vacances, disait quelque chose de plus qu'un simple désir spontané. Anne demanda directement : « Olivier, Véronique, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien de grave, maman, » répondit Olivier. « On avait juste envie de vous voir et on s'est dit que le nouvel an devait se fêter en famille. » Dans la maison flottait l'odeur de sapin venant du petit arbre dans le coin et la chaleur d'un poêle bien chauffé. Sur la table trônait un samovar qui sifflait doucement. Les cadeaux de bonbons furent immédiatement remis aux enfants. Mathieu ouvrit joyeusement sa boîte. Alice remercia avec retenue, mais ses doigts tripotaient déjà impatiemment l'emballage coloré.
La première demi-heure se passa dans l'agitation habituelle de la campagne. Ils déchargèrent la voiture, rangèrent les provisions apportées, aidèrent à dresser la table pour le dîner. Nicolas, homme peu bavard mais observateur, regardait attentivement le couple. Il voyait comment ils évitaient de se regarder, comment leurs mouvements étaient légèrement contraints. Mais il remarqua aussi ce court instant où Olivier rajusta machinalement l'écharpe qui glissait de l'épaule de Véronique. Et elle, sans se dérober, lui fit un signe de tête en guise de remerciement. Une vieille habitude presque oubliée, qui en disait plus que tous les mots. Au dîner, la conversation tourna d'abord autour de sujets généraux, la santé, les nouvelles du village, les projets des enfants pour les vacances. Mais la tension flottait quand même dans l'air. Anne ne put se retenir et demanda prudemment. « Véronique, et ton voyage avec tes collègues? Tu devais y aller, non ?» Véronique se figea, cuillère en main. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle sentit sous la table la main d'Olivier effleurer une seconde son genou. Pas tendrement, mais plutôt comme un signe discret de soutien. « Parle, je suis là. »« Je n'y suis pas allée, Anne, » répondit Véronique. « J'ai changé d'avis au dernier moment. J'ai compris que je voulais être avec ma famille. » Dans sa voix résonna une sincérité si authentique et si durement acquise que même Alice leva les yeux de son téléphone. Nicolas s'éclaircit la gorge et dit « C'est bien, ma fille, tout à fait bien. Les personnes les plus importantes sont toujours à côté de nous, pas dans des centres de vacances. Puisque tout le monde est réuni, buvons pour que tout s'arrange pour vous dans la nouvelle année. Parce que vous, là, à vous regarder, vous ne nous laissez pas tranquilles. » C'était dit sans reproche, avec une sollicitude paternelle. Dans ce simple toast résidait toute la sagesse d'un homme ayant vécu une longue vie. Nous voyons, nous nous inquiétons, nous espérons. Sans interrogatoire ni pression. Après le dîner, les enfants partirent regarder un film, les parents s'affairaient à la cuisine, et Olivier et Véronique se retrouvèrent seuls dans le petit salon. Le silence ici était différent, non hostile, mais empli de souvenirs. Sur le mur étaient accrochées leurs vieilles photos communes, le mariage, le petit Mathieu dans les bras d'Olivier, une randonnée en forêt avec toute ta famille. À ce moment, le téléphone de Véronique sonna. Elle jeta un œil à l'écran. C'était Sophie, cette fameuse collègue. Véronique savait qu'elle était quand même partie au centre de vacances et pensa que son amie voulait simplement lui souhaiter la bonne année. Elle répondit. « Sophie, je t'écoute. »« Véronique, tu n'es donc pas venue avec nous finalement ?»« Non, je suis avec ma famille. On est allé chez les parents de mon mari. »« Eh bien, moi je suis une idiote, » lâcha Sophie avec véhémence. « C'est exactement ce que je te conseillais, et moi-même je me suis traînée dans ce trou perdu. C'est si terrible que ça ? On a voyagé dans notre bus et notre camion. Tu imagines comme c'est confortable ? Et hier soir, à la fête, Marc s'est battu avec Vladimir du service comptable. Qu'est-ce qu'ils se sont disputés ? Figure-toi, Catherine. Résultat, ils se sont mis tellement de bleu que ce matin ils étaient dans le même bus. Vladimir devant avec Catherine, Marc tout au fond. C'est-à-dire qu'ils se sont réconciliés ? Si seulement. Pendant le trajet, nos hommes ont encore pas mal bu, et le plus drôle a commencé une fois au centre. Comme il s'est avéré, personne ne nous attendait là-bas, mais on nous a tant bien que mal logés. Et là, Marc s'est encore accroché avec Vladimir. Le directeur a voulu les séparer, et finalement, il en a pris pour son grade lui aussi. Et ensuite, il s'est avéré que personne n'avait commandé de dîner. Il fallait repartir, mais les chauffeurs étaient déjà ivres, et il ne restait qu'1 heure avant le nouvel an. Nous, on l'a déjà fêté, sourit Véronique. Véronique sourit soudain, sincèrement. Elle prit congé de son amie et, rangeant son téléphone, dit à son mari « Faisons comme a dit ton père, restons simplement ensemble aujourd'hui. Et demain ? Demain, on verra. Peut-être qu'on ira skier sur la rivière, comme avant. »« D'accord, » répondit Olivier sans hésitation. Tard dans la soirée, quand les enfants et les parents furent partis dans leur chambre, ils restèrent seuls à deux dans la douce lumière de la guirlande sur le sapin. Il n'y eut pas de grands mots ni de serments, pas de promesses. Il y eut seulement la compréhension silencieuse que leur nouvel an personnel n'avait pas commencé à minuit, mais ici et maintenant, dans cette vieille maison parentale, où les murs se souvenaient de leurs rires et semblaient les aider à panser leurs blessures. Et devant eux les attendait non pas une réparation rapide de leur relation, mais une longue et délicate reconstruction,
brique par brique. En commençant par cette soirée calme et paisible, où ils étaient assis côte à côte sur le canapé, écoutant Nicolas ronfler doucement derrière le mur, et sentant qu'ils n'étaient pas dans des univers différents, mais simplement dans des pièces différentes d'une même maison, encore silencieuse, mais véritablement leur foyer. Des vacances au village passèrent comme une longue inspiration calme et profonde. Il n'y eut pas de grandiloquence, de feux d'artifice, ni de déclarations tonitruantes. Il y eut de longues promenades en ski avec les enfants, des conversations du soir avec les parents près du poêle, des goûters tranquilles où Véronique et Olivier pouvaient simplement rester assis l'un à côté de l'autre en silence, sans ressentir le besoin de combler le silence par des mots. C'était une trêve, non pas la signature d'un traité de paix, mais un cessez-le-feu pour regarder autour d'eux, voir les destructions et esquisser les premiers contours encore prudents de la reconstruction. De retour en ville après les longs congés, ils entrèrent dans l'appartement qui ne semblait plus aussi froid et impersonnel. Ils sentaient le sapin du petit arbre installé avant le départ, et les pâtisseries maison qu'Anne avait soigneusement préparées pour eux. Les enfants, reposés et comme mûris pendant ces jours, se mirent à leurs devoirs sans les disputes habituelles. Le lendemain, Olivier partit au travail. L'attendaient les premiers jours dans son nouveau poste et la préparation de ce projet audacieux dont il avait parlé au directeur. Véronique, elle, resta seule face à sa décision. Celle-ci, mûrie dans le silence de la campagne, exigeait maintenant des actions concrètes. Après avoir envoyé les enfants à l'école, elle s'habilla soigneusement. Un tailleur professionnel mais sobre, cheveux soigneusement attachés, maquillage minimal. Elle devait avoir l'air posée et confiante, et non pas comme une victime des circonstances ou quelqu'un qui se justifiait pour son choix. Au bureau, elle fut accueillie par une agitation ostentatoire et des sourires convenus. « Véronique, te revoilà. Comment c'étaient les vacances? On t'a manqué ici ?» Les remarques fusaient de toutes parts. Les collègues l'entourèrent, cherchant avidement à obtenir des détails sur la fête d'entreprise fabuleuse dont elle avait si soudainement disparu. Véronique répondait de façon évasive, brièvement, sentant que derrière la sollicitude feinte et l'intérêt poli perçait la curiosité, les commérages et l'incompréhension. Le premier coup vint de Marc. Passant devant son bureau, il s'arrêta, sourit avec condescendance et dit assez fort pour que les voisins l'entendent. « Véronique, nous pensions que tu étais vraiment tombée malade. Il s'avère que c'était juste des circonstances familiales. Bon, ça arrive. Dommage. Tu as raté beaucoup de choses. » C'était très convivial. Dans sa voix résonnait une allusion venimeuse. Véronique leva les yeux vers lui, d'un regard froid et direct, et répondit calmement mais distinctement. « Je n'ai rien raté, Marc. Au contraire, j'ai gagné quelque chose. Et la convivialité construite sur des vulgarités et des sous-entendus, je n'en ai pas besoin. Quant à tes vacances conviviales, j'en ai déjà entendu parler. Et les traces sur ton visage parlent d'elles-mêmes. » Il recula en marmonnant quelque chose d'indistinct, mais le mal était fait. Le poison était lâché. Un murmure se répandit aussitôt dans le bureau. Elle s'est disputée avec Marc. Il a dû lui faire des avances et elle se prend pour qui? La deuxième vague déferla vers midi. Catherine s'approcha de Véronique. Cette fameuse jeune femme à cause de qui, selon Sophie, la bagarre avait éclaté. Elle avait l'air troublée et coupable. « Véronique, je viens juste d'apprendre par Sophie comment il te draguait. Pardonne-moi, s'il te plaît, si j'avais su. Il m'a juré qu'il n'y avait rien entre vous. »« Il n'y a rien eu entre nous, Catherine, » répondit calmement Véronique. « Rien, à part ces fantasmes ridicules. Et je te conseille d'être prudente avec lui. Rappelle-toi qu'il est marié, et toutes ces histoires d'amour peuvent arriver aux oreilles de sa femme. Tu as besoin de ce genre de complications. » Catherine pâlit et hocha la tête en silence, voyant manifestement la situation pour la première fois sans lunettes roses. Mais la principale épreuve attendait Véronique dans le bureau de sa supérieure, Sylvie. Celle-ci était une femme dure, habituée à placer l'esprit d'entreprise et les résultats au-dessus de toutes circonstances personnelles. Sylvie désigna une chaise et dit sèchement « Véronique, entre, assieds-toi. Explique-moi, s'il te plaît, ce qui s'est passé. Tu as semé la désorganisation dans l'équipe. Le voyage était approuvé, payé. Tu as laissé tomber le service. Et maintenant, en conséquence, les rumeurs et les disputes se propagent. » Véronique se redressa et répondit d'une voix égale sans hausser le ton. « Sylvie, je m'excuse d'avoir bouleversé les plans au dernier moment. C'était effectivement peu professionnel, mais les raisons étaient strictement personnelles et familiales. Quant aux rumeurs, leur source, autant que je comprenne, est Marc,
dont le comportement lors du dîner de fin d'année était franchement indécent et m'a forcé à quitter l'événement. Je suis prête à l'exposer dans une note de service, si nécessaire. La supérieure resta silencieuse, la regardant attentivement et semblant peser chaque mot. Un conflit ouvert entre employés ne lui était pas utile, surtout impliquant quelqu'un d'aussi glissant que Marc, qui avait toujours ses propres leviers d'influence. « La note n'est pas nécessaire », dit-elle finalement. « Enquêter sur les relations personnelles des employés ne fait pas partie de mes compétences. Mais puisque nous parlons de professionnalisme, je vais être direct. Tes résultats du dernier trimestre laissent à désirer. Tu es souvent distraite, absorbée dans tes pensées. Les collègues notent que tu t'es moins impliquée dans le travail. C'était le moment de vérité. Et Véronique ne le laissa pas passer. Elle sortit de son dossier la lettre qu'elle avait écrite au village, la posa sur le bureau et expliqua calmement « J'en suis consciente, Sylvie, et c'est précisément pour cela que j'ai pris ma décision. Voici ma démission. Je suis reconnaissante à l'entreprise pour l'expérience acquise, mais je comprends qu'à ce stade, mon travail ici n'apporte ni réel bénéfice à l'entreprise, ni satisfaction pour moi-même. Je suis épuisée et j'ai besoin de changer d'activité. » Sylvie était visiblement surprise. Elle s'attendait à des justifications, des demandes de seconde chance, de longues explications, mais certainement pas à une décision si nette, réfléchie et froide. « Véronique, réfléchis, dit-elle après une pause. Nous avons une entreprise stable, des avantages sociaux, de la fiabilité. Ce n'est pas le meilleur moment pour chercher un nouveau travail. » « J'ai tout réfléchi, répondit Véronique. C'est une décision définitive. Je suis prête à effectuer le préavis de 2 semaines réglementaires et à transmettre tous mes dossiers. Ou, si cela vous arrange, nous pouvons convenir d'un départ plus rapide. » Sa démission devint une petite sensation au bureau. Certains ricanirent, ne cachant pas leur satisfaction. Elle n'a pas supporté la pression, elle a craqué. D'autres, principalement des femmes, la regardaient avec une compréhension muette et même du respect. Sophie s'approcha d'elle pendant la pause, la serra fort dans ses bras et dit « Tu es folle, bien sûr, mais fière. Je respecte. Tiens bon, tu vas chercher quelque chose de nouveau ? Appelle-moi. » Marc, apprenant la nouvelle, marmonna dans le fumoir, sans se soucier de qui pouvait entendre. Bon débarras, on en trouvera une autre. Son mari lui a sûrement interdit de travailler. Véronique, entendant ces mots par hasard, se contenta de secouer la tête. Son opinion ne comptait plus pour elle. Le dernier jour de travail, après avoir rendu son badge et récupéré ses documents au service du personnel, elle sortit du bâtiment avec une petite valise d'effets personnels. Dans son cœur régnait un sentiment étrange. Pas du vide, mais plutôt une sensation de libération, comme si elle se débarrassait de vêtements lourds et inconfortables qu'elle avait portés trop longtemps. Elle ne fuyait plus, elle partait simplement. À la maison, Olivier l'attendait. Il était rentré plus tôt. Sur la table de la cuisine se trouvaient une théière et 2 tasses. Il la regarda et demanda simplement « Alors, c'est fini ? C'était désagréable ?» C'était désagréable, mais purificateur. Comme si je me lavais de la saleté. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»« D'abord, je vais dormir pendant 1 semaine, sourit-elle faiblement. Ensuite, je vais me chercher. Peut-être suivre des cours. Tu aurais promis de m'aider avec des options, non ? Promis. Et j'ai déjà repéré quelques pistes, mais pas maintenant. Maintenant, repose-toi. Il poussa une tasse de thé vers elle. Et dans ce geste simple, dans le silence de leur cuisine où ne planait plus l'ombre de son travail détesté, Véronique ressentit non pas une fin, mais un début. Difficile, incertain, mais leur début. Le premier pas vers ce fameux port qui ne serait pas vide, ils l'avaient fait ensemble, même s'ils se trouvaient à des points différents de leur vie. Et c'était l'essentiel. 1 année passa. Le janvier glacial enveloppa à nouveau la ville d'une couverture de glace scintillante. Mais dans le bureau d'Olivier, il faisait chaud et clair. Sur le bureau se trouvait un petit sapin vivant en pot, cadeau de Véronique pour Noël. Olivier parcourait le rapport du trimestre. Les chiffres étaient réjouissants. Le projet pilote avec les petites entreprises avait non seulement répondu aux attentes, il avait généré une croissance de 15% du volume global et ouvert 3 nouvelles directions prometteuses. Le conseil d'administration, initialement sceptique, discutait maintenant de l'expansion du programme. Mais plus que les chiffres secs, une autre ligne du rapport réjouissait Olivier.
coordination du programme partenaire, service des relations extérieures. À la tête du service figurait Véronique. L'idée avait été proposée par Alexandre lui-même, un mois après la démission de Véronique. Il avait alors dit à Olivier « Ton projet ne nécessite pas seulement des calculs, il a besoin d'humanité, de capacité à écouter et à parler aux gens, pas à les écraser sous les règlements. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse faire le pont entre nos statuts et leurs petits ateliers. Ta femme cherche actuellement sa voie. Elle est intelligente, charmante. Elle a une colonne vertébrale intérieure qu'elle semble avoir découverte en elle récemment. Propose-lui, non pas en tant que mari, mais en tant que responsable à une employée potentielle. » La proposition était alors restée en suspens dans leur salon. Véronique écoutait, les yeux grands ouverts, et finit par demander « Tu es sérieux ? Je n'ai pas de formation dans le domaine. J'ai travaillé 10 ans dans un service d'approvisionnement que je détestais. » « Mais tu as ce qu'aucun établissement n'enseigne, » répondit Olivier. « La capacité de sentir les gens et l'envie de faire les choses, pas simplement de perdre son temps. Les connaissances, je t'aiderai. On paiera les cours. Alexandre croit en toi. Et pour être honnête, c'était son idée. Et moi aussi, je crois en toi. » Elle n'accepta pas immédiatement. Elle réfléchit près d'1 semaine. Ensuite, elle suivit des cours intensifs de communication professionnelle et de logistique de base. Les premiers mois furent une véritable épreuve. Mémorisation de termes, peur de faire des erreurs, piques et regards de certains collègues qui ne voyaient en elle que la femme du directeur. Mais elle tint bon. Olivier l'aida non pas comme un protecteur, mais comme un mentor exigeant. François l'aida aussi, revenu après le rétablissement de sa mère et devenu consultant officieux sur le facteur humain. Il lui disait « Véronique, tu sais parler, alors parle !» Non pas comme une gestionnaire avec un fournisseur, mais comme quelqu'un qui veut comprendre comment aider une autre personne à faire du bon travail. Et elle y arriva. Son premier succès autonome fut un contrat avec un petit atelier familial produisant des emballages écologiques. Le propriétaire, homme austère d'environ 50 ans, l'accueillit d'abord avec méfiance, mais Véronique n'insista pas avec des présentations standards. Elle se rendit sur place, demanda à visiter la production, posa des questions sur la technologie, les difficultés, les employés. Elle comprit que la principale préoccupation du propriétaire était l'instabilité des commandes et proposa non pas une livraison ponctuelle, mais un contrat de partenariat à long terme avec un volume minimum garanti. Il signa, puis la recommanda à ses connaissances. Ainsi grandirent progressivement sa réputation et sa confiance. La porte du bureau d'Olivier s'entr'ouvrit. Véronique entra. Non plus dans ce tailleur strict qu'elle portait quand elle avait quitté son ancien travail, mais dans une élégante robe en tweed. Dans ses mains, elle tenait un dossier et 2 enveloppes. Olivier, levant les yeux de son rapport, demanda « La réunion est terminée ?»« Oui, ils ont approuvé le budget pour la prochaine étape du programme. Et voici les billets. » Elle posa les enveloppes sur le bureau. Comme convenu, à Paris pour 3 jours, sans les enfants. C'était devenu leur nouvelle tradition. 1 fois par trimestre, un court voyage à 2, pas pour une romance ostentatoire, mais pour être seuls ensemble. Parler non pas de travail ni des enfants, mais d'eux-mêmes. Se rappeler qui ils étaient l'un pour l'autre. Olivier, prenant les enveloppes, demanda « Alice et Mathieu sont d'accord pour aller chez leurs grands-parents ?»« Avec grand plaisir. Mathieu prépare déjà ses cannes à pêche. Grand-père a promis une pêche sur glace. Alice a dit qu'elle pourrait enfin préparer ses examens au calme. Bien que je pense que son calme sera dans ses écouteurs. Mais tout est prévu. On fête le nouvel an ensemble, et après on part. » C'était exactement l'idée. Ils restèrent silencieux, regardant par la fenêtre où s'allumaient les lumières du soir. Beaucoup de choses avaient changé cette année. Ils n'étaient pas retournés au passé, c'était impossible. Ils avaient construit quelque chose de nouveau, plus mûr et plus conscient. Il y avait eu des disputes, des moments où les vieilles rancœurs tentaient de refaire surface. Mais maintenant, ils avaient un outil, un accord, parler, ne pas accumuler. Et une règle, 1 fois par trimestre, s'échapper de tout, même de même, pour un petit voyage. Véronique, s'approchant de la fenêtre, dit « Tu sais, je pense parfois à cette fête d'entreprise de fin d'année. Comment j'ai eu peur du vide et me suis enfui vers le bruit. Et comment ce bruit s'est révélé être l'écho le plus fort de la solitude. Et moi, je pense à cette nuit chez François, répondit Olivier, au cognac et aux pommes de terre frites simples, et au fait que le cap le plus juste
est souvent indiquée par celui qui reste lui-même dans un port tranquille. Elle se tourna vers lui. Dans ses yeux, il n'y avait plus cette perte qu'il y avait un an auparavant. Y vivait l'assurance paisible d'une femme ayant trouvé sa place dans sa profession et dans sa vie. « On est toujours en chemin, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Toujours en chemin, mais maintenant sur le même bateau, et notre port est commun. Peut-être pas toujours calme, mais certainement pas vide. » Ils se tenaient là, regardant la ville prête pour le nouvel an, les nouveaux défis et la nouvelle vie. Derrière eux se trouvait une année de dur labeur sur des projets, sur eux-mêmes, sur leur espace commun. Devant eux se trouvait l'inconnu, mais ils n'avaient plus peur du silence, car c'était le silence de la compréhension. Et ils avaient appris à le remplir non pas de mots bruyants, mais de la présence simple et chaleureuse l'un de l'autre. La maison était là où ils étaient ensemble, et c'était l'essentiel qu'ils avaient trouvé en traversant la solitude amère de ce lointain nouvel an. Et c'est ici que l'histoire se termine. En réfléchissant à voix haute, on pourrait dire « Nous mesurons trop souvent notre vie par des signes extérieurs de succès. Poste, argent, occupation, bruit autour de nous. Et il nous semble que si nous courons tout le temps, nous vivons correctement. Mais la course se transforme facilement en fuite. Du silence, des conversations, de la responsabilité envers nos proches et envers nous-mêmes. Et puis, un jour, il s'avère que vous vous tenez dans une belle maison bien agencée et qu'elle est vide. Cette histoire rappelle une vérité simple mais difficile. Les relations ne se détruisent pas au moment d'une dispute, mais dans un long silence. Elles se sauvent non pas par de grandes promesses, mais par la volonté de s'arrêter, de reconnaître sa part de responsabilité et de commencer à parler. Honnêtement, parfois maladroitement, parfois douloureusement. Non pas pour gagner, mais pour comprendre. Parfois pour changer. Il ne faut pas de miracle. Il faut le courage de faire une pause, de sortir du cercle habituel, de refuser le rôle de victime ou de fuyard et de prendre la responsabilité de son chemin. Et alors, même le silence cesse de faire peur, car il devient un espace où quelque chose d'authentique peut naître. Une maison n'est pas des murs, ni une adresse. Une maison est un endroit où on vous attend et où vous-même êtes prêt à attendre. Et s'il y a le désir de protéger cette maison, alors il reste toujours une chance.